il y a différents sujets, hein, les algorithmes, les opérateurs booléens et l'IA. Qui a entendu parler des algorithmes? Tout le monde. L'IA, tout le monde. Les opérateurs booléens? Oui. Alors les opérateurs booléens, c'est la face cachée, hein, c'est derrière ça, c'est la programmation. Une partie de la programmation. Donc l'IA, en gros, on s'intéresse aujourd'hui aux algorithmes et à l'IA depuis les années 50. C'est pas nouveau. Dans les années 50, certains, vous avez vu le film Alan Turing, hein, en fait, c'est comment en fait on code et on commence à crypter des données pour les transcrire. Et donc des rencontres d'experts qui sont des mathématiciens, des gens de la cybernétique et de la psychologie commencent à se parler. Vous voyez que les sciences, c'est large. Et c'est organisé à Dartmouth par des informaticiens, John McCarthy et Marvin Minsky, qui, en 1956, inventent le nom d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, on en parle depuis 1956. Sauf que c'est un anglicisme, intelligence, artificial intelligence. Intelligence au sens propre anglo-saxon, ça veut dire la donnée. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle pour évoquer des algorithmes censés simuler le fonctionnement du raisonnement humain. Il faudrait plutôt parler d'apprentissage machine ou de machine learning. Ça, c'est concret, c'est sur des bases de données solides, et donc c'est son application la plus connue. Hein, donc quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Instagram, quand vous allez sur TikTok, il y a un apprentissage de vos comportements qui sont donc de la donnée et qui permettent à la machine à travers ça, de créer des chemins de probabilité et des statistiques comportementales. Voilà pourquoi on peut vous influencer dans les comportements, ou si on influence tous les comportements, on obtient un résultat. L'algorithme, c'est la base de tout programme informatique. Ils existent depuis des siècles et ils ne sont pas nécessairement liés à l'intelligence artificielle. Voilà, je voulais préciser ces sujets-là. L'intelligence artificielle, elle utilise des algorithmes, mais aujourd'hui, elle est plus que cela. Elle implique également des concepts tels que la représentation des connaissances, le raisonnement dans le sens itératif, hein, c'est-à-dire je propose deux solutions, est-ce que c'est pas la bonne, donc je passe à la suivante. Et l'apprentissage automatique. Donc l'apprentissage automatique, c'est l'automatisation en fait d'hypothèses, dans la mesure où ces hypothèses sont bien passées et sont bien pensées. En résumé, l'IA utilise des algorithmes, mais tous les algorithmes ne font pas partie de l'IA. L'IA est un domaine plus large, plus complexe, et il implique la capacité d'apprendre, de s'adapter, ce qu'un algorithme ne fait pas. Un des algorithmes les plus connus, hein, c'est la machine à laver. La commande booléenne, c'est quoi? Donc vous faites du booléen au quotidien sans le savoir. Vous allez sur votre barre de recherche, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez, et vous tapez des mots. Mais comment ça fonctionne? Un espace, c'est une commande. C'est par exemple, si vous dites « village chimie », c'est « je vais au village et qui concerne la chimie ». Donc ça, c'est invisible, on fait une commande et on donne un ordre à la machine, à l'algorithme de Google, d'Explorer, de Bing, de qui vous voulez. Et donc, en fait, c'est une commande invisible, on ne le sait pas, on ne le fait plus. Alors, comment on va trouver un job avec tout ça? C'est le sujet du jour. Comment être identifié pour ses compétences? C'est ça qui est intéressant. Donc, tout est question donc, de mots-clés. On associe des mots. Donc ça, cette association de mots, aujourd'hui, eh bien, elle marche dans tous les sens. C'est-à-dire, vous cherchez une information, plus vous êtes précis dans votre demande, plus vous la trouvez. Demain, une entreprise qui veut vous recruter, va chercher ces fameux mots-clés. Elle l'exprime comment? Son besoin de recrutement? Par des annonces, des posts LinkedIn, etc., etc.
Moi, j'utilise un outil, c'est le CV. Je veux donc être recruté sur mon CV. Donc mon CV, c'est ma base de données à moi, c'est ma base de données de mots-clés. Un CV, à quoi il sert? En premier, c'est à obtenir un rendez-vous ou un entretien avec quelqu'un qui s'intéresse à vous. Mais il va s'intéresser à vous sur quoi? Sur la beauté du CV? Sur la qualité de l'école que vous avez faite? Sur les compétences? Oui. Mais pas que. Mais comment il fait pour choisir entre deux CV? Des mots-clés. Est-ce que vous savez combien Danone reçoit de CV par an? Combien l'entreprise Danone reçoit de CV par an? Combien? Non. C'est plus de 100 000. Donc comment je fais pour me différencier sur ça? Donc un CV, ça sert à parler de vos capacités. Vos capacités, c'est-à-dire vous n'avez pas parlé de tout de suite qui vous êtes. Voilà. Parce que les bons mots-clés, ce sont les mots qui sont cohérents par rapport aux besoins, exprimés en termes de quelles sont les compétences que je dois développer, et les compétences, elles sont techniques. C'est ce qu'on appelle les hard skills en général. Donc les compétences, qu'est-ce que j'ai appris? Donc si je fais de l'analytique, c'est quoi mes compétences? Ok, je connais la chromatographie, laquelle, etc. Mais ça, une compétence toute seule n'a pas de sens. La compétence, en fait, et c'est quelqu'un, un DRH qui m'a dit ça un jour, que j'ai retenu, il m'a dit c'est la somme de l'expérience et de l'expertise. Quand on démarre, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a déjà de l'expérience, et en même temps, on a développé une expertise à l'école, c'est-à-dire qu'on commence à apprendre des sujets. Tant qu'on ne les a pas expérimentés, ça reste du savoir. Tout le monde a ses savoirs. Donc le CV, comment je peux le différencier? Comment je peux différencier mes savoirs? Donc là, vous avez un exemple qui dit que, voilà, j'ai une fonction que j'occupe, j'ai des mots-clés, je veux l'occuper dans l'oil and gas et dans l'industrie en général, et puis après, je veux occuper une fonction. Donc là, c'est un directeur de l'ingénierie. Donc votre CV doit dire ce que vous voulez faire, dans quel territoire, est-ce que je veux être à l'international, et dans quel secteur d'activité. Si vous ne faites pas ça, eh bien donc vous êtes diffus, vous êtes parmi d'autres, et on ne comprend pas. Et l'algorithme qui ne pense pas vient chercher le pourcentage d'affinité de mots-clés entre l'annonce de l'employeur et votre proposition à vous. Et donc ça, on dit que dans le recrutement, donc nous, notre métier, c'est de recruter pour les entreprises. Il y a ce qu'on appelle des biais. Et donc, il y a également aujourd'hui une forme de discrimination. Donc l'IA, c'est une discrimination passive. C'est-à-dire que si je n'ai pas les bons mots-clés, on ne me voit pas. Si on ne me trouve pas, on trouve quelqu'un d'autre avant. Et pourquoi on le trouverait? Et ce qui fait que c'est quelqu'un qui est moins expert que moi. Ben non, on ne l'a pas rencontré. LinkedIn, d'un côté, aujourd'hui, c'est le pendant de votre recherche. Pourquoi LinkedIn? LinkedIn, c'est pour faire du lien. Donc la première chose, c'est que LinkedIn, c'est pas un CV. C'est-à-dire, je vais mettre mon CV sur LinkedIn. Ok, mais pensez que c'est un système ouvert, que vous mettez vos coordonnées personnelles, tout le monde y a accès. Et quand vous mettez un CV sur LinkedIn, en fait, vous ne faites pas le travail de l'algorithme. Vous dites, la personne qui me lit, elle peut avoir mon CV, elle va le lire. Oui, mais non. Dans de rares cas, parce qu'elle n'a pas le temps. Parce que les entreprises ont des systèmes. Quand vous allez sur un site, vous postulez, ou quand vous allez sur, je ne sais pas, pour trouver sur Chimywork, etc., en fait, votre CV, il va être lu par le robot. Et lui, il est froid, il n'a pas de sentiment, il n'a rien. Et si le robot ne lit pas bien ce que vous avez écrit, il ne peut pas vous mettre en connexion avec le besoin. Donc vous êtes rangé et peut-être oublié, ou alors quelqu'un vous lit parce que d'un seul coup, il y a un pourcentage d'affinité entre les mots-clés que vous avez mis et le besoin de l'entreprise. Donc LinkedIn, c'est pas fait pour ça. C'est pour créer du lien, c'est pour développer du réseau, mais aussi, certains recruteurs vont aller sur LinkedIn pour chercher vos compétences. Donc on peut les mettre, mais c'est pas la même stratégie. Alors en quoi c'est important? Ça, on va le voir, mais comment je fais pour être identifié pour mon expertise et qui je suis? Donc la première chose, c'est le CV, c'est pas qui je suis, c'est quelle expertise j'ai développée.
Donc comment je me différencie? Donc on va le voir après. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu incontournable. LinkedIn, c'est Microsoft. Google n'a pas réussi à faire ça, mais LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Et donc, aujourd'hui, on se dit qu'au début, moi, je ne vais pas sur LinkedIn. J'ai déjà Facebook, Instagram, TikTok. Bon, Facebook, c'est pour nous, les anciens. Et donc, qu'est-ce que je vais passer mon temps sur LinkedIn? Je ne comprends pas. Il y a des gens, ils disent des trucs, je ne sais pas de quoi ils parlent, etc. Bah, pourtant, aujourd'hui, LinkedIn, ça reste quand même un élément fondamental de votre employabilité de demain. De demain, et donc ça se construit aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour ça, on dit qu'il faut créer un profil LinkedIn solide. Donc, je vais vous donner quelques... On pourra en parler longtemps, mais c'est important tout de suite d'avoir un profil LinkedIn solide. Vous voyez, ça, c'est le mien. Et en fait, la recherche par mots-clés, elle se fait déjà dans le titre. Donc, moi, je suis un recruteur. Je travaille pour l'industrie, la chimie, l'agroalimentaire, les life sciences, l'énergie, et je recrute beaucoup de dirigeants, ce qu'on appelle des C-level. Vous voyez. Donc déjà, l'algorithme, il va commencer, quand je vais chercher dans ma barre de recherche, vous savez qu'il y a une barre de recherche dans LinkedIn, c'est la même logique que la recherche booléenne. Vous tapez 2 mots, et il va vous montrer toutes les personnes qui correspondent à ces 2 mots. Mais nous, on a un LinkedIn, et les entreprises ont un LinkedIn back-office, recruteur, qui vient chercher des mots-clés et qui lit votre profil. Si votre profil n'est pas renseigné, vous êtes invisible. Et en fait, à quoi servent ces outils? Ils travaillent pour vous. Ils font que des gens peuvent vous lire, comprendre votre projet. Et aujourd'hui, les entreprises systématisent le fait que quand elles ont un CV, vont voir aussi sur LinkedIn. Ou parfois, elles commencent par LinkedIn. Et donc là, c'est une source d'incompréhension. Et donc, il y a dans la page LinkedIn un élément qui s'appelle info, que les gens n'utilisent pas, dans lequel vous avez 3000 caractères. Vous pouvez commencer à raconter votre histoire. Qui je suis, pourquoi j'ai choisi ces études, à qui je m'adresse. Demain, je veux travailler dans quel secteur d'activité. Voilà. Et donc, en écrivant ça, vous enrichissez en mots-clés. Parce que votre parcours aujourd'hui dans LinkedIn, vous allez me dire, mais oui, mais moi, j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que je vais mettre après? Je commence par mettre mon école, les stages que j'ai faits, et dans les stages, je raconte ce que j'ai fait, et j'enrichis en mots-clés. Donc là. Faut-il mettre la pastille verte Open to Work? Aucune idée. Oui. Je ne sais pas. Donc LinkedIn, c'est américain, hein, Microsoft. Aux États-Unis, le marché du travail, on trouve un travail en 1 semaine, en 15 jours. La pastille Open to Work, elle était faite pour dire, regardez, donc c'est paresse intellectuelle, je vois la pastille Open to Work, la personne cherche du travail. Oh, super. Ok, ben, tous les gens qui ont des pastilles, donc du coup vertes, ils cherchent du travail. Ça a un avantage visuel. Par contre, LinkedIn, c'est pour faire du lien. Si je veux contacter des gens, faire du réseau, commencer à finalement comprendre ce que c'est que mon métier, c'est-à-dire me mettre en relation avec des gens qui font ce métier, quand je mets Open to Work, les gens ils pensent à une chose, c'est quand vous allez les contacter, parce que sur LinkedIn, on se fait des amis, hein, on se connecte. Ils vont se dire, il n'a qu'un seul sujet, pour moi, c'est est-ce que j'ai un job pour lui? Les gens n'ont pas le temps, ils se disent ok, c'est pas mon métier, et donc ils vont refuser. Donc oui, quand on démarre Open to Work, mais attention, il y a d'autres astuces dans LinkedIn, dans votre LinkedIn. Alors chez LinkedIn, ils sont très malins. C'est-à-dire plus vous payez, plus vous avez le droit à accéder à des choses. Donc si vous prenez dans votre recherche l'abonnement premium, vous avez une option qui dit « Je suis à l'écoute du marché pour les recruteurs ». Et donc dans le back-office, dans nos recherches, vous allez arriver en premier sans avoir cette pastille Open to Work. Mais bon, c'est pas très grave de le mettre quand on cherche son premier job. Mais pour la suite, non. ChatGPT. Alors, ChatGPT. Alors, qui sait ce que ça veut dire GPT? Alors, c'est le monde des bots. Donc, les bots, 2 exceptions. Hein. Les bots, c'est un mot qu'on utilise
Voilà, mais les bots, ce sont donc des robots. Les 3 concepts fondamentaux de l'IA, c'est le G de générative. Donc G de générative, ça vient de je génère des réponses sous la forme d'un média. C'est-à-dire, je pose le média, hein, c'est aujourd'hui le chatbot que vous connaissez, il y en a plein, il n'y a pas que ChatGPT, il y a Gemini, il y en a d'autres, etc. Et donc, on a commencé par le G. Je vais générer à partir d'une question ou de document une réponse sous la forme d'un média. Je vous le rends sous la forme d'un texte, ou d'une image ou d'une vidéo. Aujourd'hui, on peut produire ça. Donc ça, c'était la fonction du G. La fonction du P, c'est pre-trained. Donc pre-trained, ça veut dire quoi ? Ce sont des modèles fondationnels qui sont basés sur des grandes quantités de données. Pour faire ça, je vais utiliser des grandes quantités de données. Donc ça, c'est l'idée, l'intention d'aller plus loin. Donc ça, c'est une accélération depuis les années 50. Donc le génératif, on a commencé à comprendre, mais ça ne marchait pas. Parce qu'on n'avait pas de base de données. Et puis d'un seul coup, avec Internet, qui est une des grandes révolutions de maintenant Internet, c'est 30 ans. Internet, on commence à avoir de la donnée diffuse. Donc on se dit, tiens, on va prendre la donnée où elle est, on va l'entraîner, et on va voir le résultat qu'elle nous donne. Mais la grande révolution, c'est le T, des transformers. Les transformers, c'est récent. Les transformers, c'est 2017, c'était hier. C'est un modèle d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle des tokens, qui utilise l'attention pour analyser les relations entre les éléments d'une séquence et comprendre le contexte global. En gros, les transformers, c'est ce qui a libéré toute la Silicon Valley de cette idée de dire que demain, l'intelligence artificielle sera peut-être l'équivalent de l'intelligence humaine. Ça, c'est une promesse. Hein. Et donc, l'idée, c'est on peut prédire le futur. Sur la base de la quantité de données qu'on a avant, on peut prédire le futur. Donc, le T des transformers vient. Mais on le prédit d'un point de vue statistique. Ce ne sont que des statistiques. C'est-à-dire ce sont des chemins statistiques. On a des grandes données. Et la statistique dit, à 58%, la bonne réponse doit être là. Qu'est-ce qu'on fait des 42 autres ? N'oubliez pas que vous utilisez des modèles qui sont statistiques. L'IA, intelligence, encore une fois, c'est la donnée artificielle. Elle porte bien son nom parce qu'elle n'utilise que des chemins de probabilité. Et les conséquences de ça, c'est que le G nous a amené une productivité plus grande, que le P nous a permis de compenser le manque d'expérience, c'est-à-dire comme on l'entraîne, et on réduit le temps d'expérience. Et le T, c'est une aide à la décision. Le T, c'est les transformers, on dit ok, on va vous aider à décider. Donc ça pose des questions éthiques, philosophiques, mais c'est comme ça que sont fondés ces modèles. Qu'est-ce que ça sert dans la recherche d'emploi ? Donc demain, aujourd'hui, maintenant, on a un assistant digital. On a quelqu'un qui va nous permettre d'aller chercher de l'information parce qu'on ne la connaît pas, c'est inconnu, qui va la traiter et donc qui va nous donner de l'assurance et de l'efficacité, qui va vous permettre de clarifier votre projet professionnel, c'est-à-dire structurer ma réflexion, identifier vos compétences clés, c'est-à-dire je veux faire ce métier. Qu'est-ce qu'on attend comme compétence ? GPT, il a observé tous les gens qui font le même métier que vous. Il dit, statistiquement, les compétences principales qui sont les vôtres sont celles-ci. Alors, ça me fait réfléchir comment, je vais les renforcer dans mon CV. Et vous interrogez sur vos motivations et vos aspirations. Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est le début de vous aider à se dire, ok, qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui me plaît ? Je comprends mieux comment fonctionne ce métier. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Si je suis qualiticien, si je fais de l'analytique, c'est pas pareil que si je fais des procédés. Et quand on fait des procédés, on travaille parfois avec les gens de l'analytique, mais on n'a pas choisi. Pourquoi on choisit les procédés ? Et puis si demain je veux faire du marketing industriel, pourquoi je le ferai ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Et puis si demain je veux vendre, parce qu'on vend aussi, si je veux vendre des projets complexes sur une base scientifique pour comprendre quelles sont mes motivations et quelles sont mes aspirations. Ce qui n'est pas la même chose. Avoir un CV optimisé, c'est pour vous démarquer. Le temps des CV standards, c'est terminé. Et pourquoi c'est terminé ? Parce que vous allez personnaliser. Plus je réduis le temps à personnaliser, ce qui est long quand vous faites quelque chose, quand vous faites un devoir. C'est pas de trouver la solution, c'est de la rédiger.
Mais pourtant, vous avez réfléchi. Comment vous allez analyser des descriptions de postes? GPT, il vous dit, bon, c'est quoi ce poste? Je peux interroger. Je vais traquer les mots-clés qui me manquent. Parce que je ne peux pas inventer les choses. Mais du coup, je cherche ce job, j'ai besoin de mots-clés, je sais qu'il faut des mots-clés, quels sont ces beaux mots-clés? Il va vous amener des réponses. L'avantage de ChatGPT, c'est qu'il réfléchit tellement vite qu'il voit, et c'est comme une courbe de Gauss. Vous savez, la courbe de Gauss, c'est 90% de la solution, elle est là, mais on a 5% aux extrêmes qu'on ne voit pas. Et parfois, ces 5% font la différence. Et puis, aujourd'hui, il y a des outils de mise en page qui vont faire gagner du temps, qui peuvent vous aider à, aujourd'hui, gagner du temps. Mais attention à la mise en page, parce que trop de sophistication, trop de couleurs, etc., les robots, ils n'aiment pas. Donc, faites simple. Et aussi, améliorer votre visibilité sur LinkedIn. On revient sur le sujet de LinkedIn. À quoi ça sert d'être visible sur LinkedIn? On l'a vu, c'est-à-dire que le robot, lui, il cherche. Alors LinkedIn, il a le projet de LinkedIn, la proposition de valeur de LinkedIn, c'est créer du contenu. C'est-à-dire il utilise tous les gens qui sont dessus pour qu'ils disent quelque chose d'intéressant, pour que vous restiez, vous reveniez. C'est-à-dire c'est un feed comme Insta ou comme TikTok, et vous recevez sur votre profil, et on vous pousse des sujets. Pourquoi on vous pousse ces sujets? Parce qu'il a analysé, il a compris la cohérence de votre profil, et donc il vous amène à ça. Il vous amène les meilleurs contenus par rapport à ce qui vous intéresse. Donc, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et il fait ça pour que vous restiez. Et si vous restez, vous avez de l'audience, et vous allez avoir envie de mettre des choses. En fait, vous travaillez pour LinkedIn. Les influenceurs, ils adorent ça, parce que c'est les gens qui, et de manière très intelligente, mettent des choses, ils ont compris, enfin intelligentes, pertinentes, c'est mieux, mettent des choses, créent du contenu, et les gens aiment lire le contenu. Les ingénieurs qui vont sur LinkedIn, ils ont une attente principale. Laquelle? Les scientifiques qui vont sur LinkedIn, ils vont sur... Pourquoi? Trouver des projets. Trouver des projets. Quel genre de projet? C'est perdu. Académique, voilà. Quelqu'un d'autre a une idée? Les ingénieurs ou les scientifiques qui vont sur LinkedIn, quel est l'intérêt qu'ils ont d'aller sur LinkedIn? Généralement, par exemple, pour ceux qui sont en postdoc et cherchent des postdocs ou en gros pour des emplois. Alors oui, on cherche du travail, mais ce que vous disiez est intéressant, c'est que les gens, ils cherchent de l'information. Ils cherchent qui sont les experts. Ils cherchent, parce qu'une fois qu'on a identifié un expert, on peut lire ses publications. Donc les ingénieurs, ils viennent chercher de l'information. Et LinkedIn, il a compris ça. S'il y a des gens qui disent des choses sérieuses et solides, ils les poussent. Ils en font la promotion. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont top voice sur LinkedIn. Encore une fois, on peut se dire, ok, quel est le but de tout ça? Est-ce que ça me prend trop de temps? ChatGPT va vous permettre d'optimiser vos candidatures spontanées. Donc, mon premier stage, mon emploi, je dois envoyer une candidature spontanée. Et alors là, moi je m'en souviens, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on écrivait à la main, vous voyez ça. Qu'est-ce que je vais dire? C'est spontanément, je vais dire. Donc c'est le même principe que les réseaux sociaux, hein. C'est le même principe que les sites de rencontres. Comment je fais pour parler à une personne que je ne connais pas? Avec. Oui, et qu'est-ce que je lui dis? Les premiers mots que je lui dis? Ça dépend du sujet. Moi, si c'est pour des questions professionnelles, j'irai directement à l'essentiel. Ok, mais qu'est-ce que c'est l'essentiel pour vous? Qu'est-ce que c'est l'essentiel pour lui? J'avais envoyé une invitation à un artiste photographe parce que j'étais intéressée pour exposer ses photos, enfin une série photographique dans le cadre d'un projet global. Il vous a répondu? Votre message était clair. Sauf que quand on ne connaît pas quelqu'un, votre objectif était clair. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on a envie de lui parler la première fois, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah oui, donc ok. Donc si je veux rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés, je commence par me présenter. Ça marche pas. Hein. Les gens ils partent en courant. Hein. Il a trop d'ego, il parle que de lui, il s'intéresse pas à moi.
C'est rarement rassurant, ça fait peur. D'accord ? Pourquoi ? Quand on ne connaît pas quelqu'un, on est dans une friction. Voilà. Pourquoi les gens commencent souvent, parfois on envoie un message, ils disent « Comment allez-vous » ? Ben oui, je ne vous connais pas, je vous demande déjà comment vous allez. Ben les gens, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, c'est très très difficile de parler à un inconnu. Si demain je vous dis, je vais vous présenter Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous allez lui dire en premier ? Vous voyez ? Il y a une tension. Et comment on réduit cette tension ? Vous voyez ? C'est ça qui est important. Et donc, on a plein de freins qui nous empêchent de le faire. Et donc, dans une candidature spontanée, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Je vais tout dire, que j'ai fait ça. Mais la personne en face, elle a un besoin. On ne l'a même pas écouté, on ne l'a même pas posé une question. On commence à lui donner la réponse. Et donc, ce sont les biais de communication. Répondre plus efficacement aux annonces, c'est une autre possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois une annonce, etc. Je peux prendre de l'information et puis je peux aller regarder. Je peux demander à ChatGPT s'il en a vu d'autres et je peux demander quelle serait la réponse la plus pertinente en termes de probabilité. Donc, ça vous aide à réfléchir. Si demain je vous dis, OK, je vais rencontrer l'homme de ma vie, et c'est lui que je veux veux pas me louper la première fois, comment je peux faire ? Si j'ai aucune information, je vais essayer de trouver des informations, je vais essayer de trouver des centres d'intérêt communs. C'est la même chose pour le travail. Ces algorithmes ont à peu près la même façon de fonctionner. Abordez vos entretiens avec confiance. Plus vous avez d'informations, plus vous savez qui vous allez rencontrer, plus vous développez le sentiment de confiance. Et la confiance, c'est ce qui fait la différence. Vous voyez, un recrutement, nous qui faisons ça tous les jours, c'est deux peurs qui s'affrontent. La personne qui recrute, elle ne veut pas se tromper, et vous avez peur de ne pas être la bonne personne. Donc dans la vie, si vous avez deux personnes qui ont peur, qui se rencontrent, en général, ça ne fait pas un match. Sauf dans Marié au premier regard. Voilà, donc utilisez ChatGPT avec discernement. C'est le message que j'essaie de vous faire passer. L'IA ne vérifie jamais les faits. C'est pas son job. On lui a donné de la donnée, elle n'a aucune conscience, elle ne vérifie jamais. C'est à vous de vérifier. Elle présente des informations qui ne sont pas toujours à jour ou qui ne sont pas précises. Donc parfois, vous allez avoir un effet hallucinant, elle va vous amener tellement d'informations, vous vous dites « Waouh !» Mais qui l'a vérifié ? Je sais pas, à part... je sais même pas qui vérifie, vous voyez, c'est une vraie question. Les modèles ont ces modèles de fondation dont on a vu tout à l'heure, donc les fameux transformers, ils ont d'énormes limites. Le premier, c'est le risque d'hallucination. Voilà. Je vous donne un exemple. On a interrogé ChatGPT au départ en disant, voilà, si une vache a des taches, donc probablement, c'est pas une vache laitière. Parce que dans les races de vaches, donc vous avez les brunes, les blondes, les noires et celles qu'on détache. Et on lui a dit, si une poule devait être juste consommable en l'état, elle aurait quelle couleur ? Il a fait une poule avec des taches. Voilà. Donc ça, c'est l'hallucination. Les résultats semblent tellement bien, bons, qu'on y va. C'est dangereux. Pourquoi ? Parce que les modèles sont encore une fois probabilistes, qu'ils sont basés sur des données passées, ils n'actualisent pas les données encore, ils n'ont pas accès aux données les plus pertinentes, et souvent, les meilleures données ne sont pas celles qui sont le plus traitées en quantité. Et donc, du coup, quand on actualise les données, ChatGPT n'a pas encore eu le temps d'en prendre connaissance. Il est incapable de raisonner. Un bot, c'est un bot. Il ne peut pas raisonner. Il est incapable de faire des inférences causales. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il est incapable de comprendre l'origine de la question. Et puis derrière, il peut y avoir des usages malveillants. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc les gens sérieux qui font de l'IA sont conscients de ça. Et ils y travaillent, mais on n'en parle pas au quotidien. Donc créer sa réputation sur LinkedIn, je veux y revenir. Pourquoi c'est important de créer une réputation sur LinkedIn ? Il y a
un mur invisible entre les gens qui ont une réputation et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous avez choisi d'être influenceur? Non. Pourquoi? Mais qui prend la parole sur les réseaux sociaux? Les influenceurs. Donc pour certains, ce qu'ils font, c'est un métier, quoi. On n'a pas le temps, nous. Et donc on se dit, ok, il y a un monde entre ce que moi je peux, quelle est ma part de voix, face à des gens qui font que ça. Donc du coup, c'est un mur. Et donc ça, c'est le premier frein qu'on a. Donc le problème, c'est que la plupart des gens qui ne communiquent pas ne voient que leur extrême opposé qui communique beaucoup. Alors ça marche bien en politique aussi, ça, c'est le dernier qui a parlé. Et donc on a des leaders d'opinion, des influenceurs. Mais entre les deux, il y a une place. Et donc ça crée chez vous une paralysie ou une invisibilité. L'invisibilité, c'est le pire dans votre recherche de travail. Je ne sais pas chez qui vous voulez travailler, dans quelle entreprise, qui vous fait rêver comme entreprise. Là, au village, vous en avez vu, je ne sais pas, on peut travailler chez L'Oréal, chez BSF, chez Sequenso, il y en a plein et on peut en... Mais pour atteindre ces gens-là, bah, du coup, comment je fais pour venir à leur esprit, me mettre en relation avec eux? Donc, ils utilisent LinkedIn. Ils ont l'habitude d'utiliser LinkedIn. Donc déjà, ils sont moins invisibles que vous puisque vous les voyez. Ils publient des jobs. Il y a des gens qui ont la parole sur des sujets d'expertise. Mais nous, on a peur de prendre la parole. On pense qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Ben si, parler de vous, c'est très intéressant. On n'a pas envie de tomber dans ce jeu. On a peur que ce soit mal vu dans son entreprise ou dans ses réseaux. On a peur de se planter et on n'a pas le temps. Et une très grande majorité de ceux qui se disent « Ah, c'est important LinkedIn », ben, quand ils pensent à ça inconsciemment, ils ne le font pas. Et pourtant, aujourd'hui, en entreprise, on parle que du personal branding. Et le personal branding, c'est très important. Et pour vous, si vous commencez maintenant, c'est un asset professionnel incroyable. C'est pas magique, mais c'est incroyable. Et pour longtemps. Parce que plus vous le travaillez, plus demain, cet asset, il va vous permettre de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés, de comprendre des sujets que vous n'auriez jamais voulu traiter et de voir qui sont les experts de ces sujets. Et de choisir demain l'endroit où vous aurez envie de choisir. Comment? Ben, si mon intention sur LinkedIn est diluée, si je ne sais pas ce que je veux y faire, ben les résultats aussi. Encore une fois, l'algorithme interroge votre profil et vient interroger la cohérence et la congruence de votre profil. Plus sur LinkedIn, votre intention et votre prise de parole en termes de mots-clés est dense, plus LinkedIn vous ouvre à des sujets. Parce qu'il se dit, tiens, j'ai face à moi un expert, il va me permettre de poster des choses intéressantes, peut-être qu'en fait, et il va m'amener le fameux contenu dont moi, Microsoft, LinkedIn, j'ai besoin pour que les gens restent. Et donc, c'est une démarche qui est itérative et pas incrémentale, et il y a des étapes. Donc, itérative, c'est-à-dire que ne cherchez pas à vouloir avoir le meilleur profil LinkedIn tout de suite. Une autre image, c'est si je regarde la destination où je vais, ça me paraît très très loin. Et par contre, si je le fais par étapes, eh ben, je vais y arriver. Donc, ça marche dans le sport, ça marche pour tout. Donc, il faut, entre guillemets, j'ai pris cette image, sculpter votre profil. C'est si j'avais un bloc de pierre, je sculpte comme une intention avec un objectif unique. Pensez à l'objectif que vous avez dans l'instant. Mon profil, il me sert à quoi? Et c'est dans cet objectif que je le construis. Donc du coup, déjà, je réduis l'incertitude. Et puis, ce qui est très important, c'est d'être régulier sur LinkedIn. On est super régulier sur Insta, sur TikTok. Pourquoi on ne serait pas sur LinkedIn? Les gens qui sont réguliers sur LinkedIn, ben, ils passent 5 minutes par jour, 10 minutes, mais à la fin du mois, ça fait combien d'heures? Ça fait du temps. Et c'est un temps de travail, c'est un temps de capital. Ben, après, chacun va arbitrer entre son temps.
Mais passivement, dès que j'ouvre mon téléphone, pourquoi on me pousse les notifications? Pourquoi je vais voir les notifications sur Instagram? Pourquoi ce temps sur Instagram, j'en mettrai pas un petit peu sur LinkedIn? Ben ça, c'est pas difficile. Et du coup, il faut avoir une routine, des routines. Voilà. Donc quand on fait LinkedIn tous les jours, à la fin de l'année, on a fait des heures de LinkedIn. Et donc là, hop, ça devient un asset. On peut, donc, la routine, c'est, je peux inviter des personnes. Comment je vais choisir mon métier? Ben, je peux interroger des personnes qui font ce métier pour savoir si c'est bon métier. Et puis leur demander comment ils ont fait. Ben, pour ça, je les invite, ils acceptent, et puis là, je peux commencer à créer un échange. Sans commencer par comment allez-vous? Mais j'ai fait la même école, je m'intéresse à ce que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez construit votre carrière? Qu'est-ce qui vous plaît? Et ça va vous donner de l'information. C'est un exemple. Créer des postes, alors là, ça vous paraît très loin. Mais créer des postes, c'est commencer à dire, ben voilà, moi j'ai un sujet, je m'interroge, je commence à lire des choses, j'ai envie de dire quelque chose sur ce sujet. Et donc du coup, l'algorithme, il va comprendre que votre sujet d'intérêt, c'est ça, et il va vous faire venir en bas, sur la droite, les gens qui parlent de la même chose. Et vous voyez, d'un seul coup, ça devient facile. Et donc, pensez comment fonctionne Insta. LinkedIn, c'est pareil. Pourquoi ils vous poussent tout le temps la même chose? Après, il y a des gens qui payent pour vous pousser des choses que vous ne pouvez pas demander. Mais voilà. Mais donc, vous avez créé des postes. Alors, est-ce qu'il faut créer des postes avec ChatGPT? C'est une autre question. On y reviendra après. En résumé, LinkedIn, c'est 1,150 milliard d'utilisateurs. Sur ces 1 milliard, il y en a 134 millions d'actifs. Les gens ont un compte LinkedIn, c'est devenu un usage. On crée son compte. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont actifs. Actifs, c'est j'ai une routine, tous les jours je vais voir, et une fois par semaine je poste. Pour ceux qui sont... voilà. Et moins de 3 millions postent chaque semaine. Donc vous, si vous commencez à faire ça, vous rentrez dans une catégorie qui est le top 0,3 de LinkedIn. C'est pas dur à atteindre. Ça va demander du temps, mais déjà, si vous faites partie des 134 millions d'actifs, vous faites partie de 10% de cette population. Et donc, c'est un vrai, aujourd'hui, avantage d'avoir un profil LinkedIn. Certains le font, ils l'oublient. Et LinkedIn, tous les jours, vous avez un score. LinkedIn, il vous donne des bons points. C'est comme à l'école. Quand vous faites rien, il vous enlève des points. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas traiter tout le monde. Et donc, il va traiter la crème de la crème, et ces gens-là, il leur met plus 1. Quand vous faites un post, un pouce, un like, il vous met plus 1. Quand vous achetez l'abonnement premium, il vous met plus 10. Quand quelqu'un republie ce que vous avez écrit, il vous met plus 25. Et donc en permanence, il identifie comme ça les gens qui lui servent. Et donc il vous pousse, il vous fait une promotion naturelle où il vous met en relation avec les bonnes personnes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui travaille pour vous, et si c'est fait de manière intelligente, eh bien ça vous permet d'accéder à des sujets que d'autres ne voient pas, et aux sujets qui sont les vôtres. Et notamment les entreprises, les gens qui vous cherchent, les recruteurs, et les ressources humaines de ces entreprises, qui disent, tiens, cette personne, elle a des choses à dire, ça me semble sensé, et elle parle des mêmes sujets que les miens. Donc j'ai face à un expert. Et donc je voulais terminer par on dit intelligence, vous avez vu que tout à l'heure c'est la donnée. Mais aujourd'hui, ce qui fait ce que vous êtes, c'est les compétences émotionnelles. Et dans un CV, ça n'y est pas. Sur LinkedIn, ça n'y est pas. Mais quand on écrit, on commence à être quelqu'un d'émotionnel. La façon dont on s'exprime, c'est déjà qui l'on est. Et donc demain, vous allez réussir parce que vous allez combiner l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle, parce que en termes de données, ça nous aide quand même. De toute façon, c'est un mouvement qu'on ne va pas interrompre. Si demain je vous dis on arrête Internet, que se passe-t-il? Je pense qu'il y a des émeutes. Voilà, et c'est comme si on dit demain, on va arrêter l'électricité, on va revenir au bois. Et non, il n'y a que dans Koh-Lanta. Donc ça ne marchera pas. Donc c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Ça fait partie du progrès. Et l'intelligence collective, c'est comment je travaille avec les autres, avec qui j'ai envie de travailler. Est-ce que je veux travailler dans une start-up? Est-ce que je travaille dans un grand groupe?
et comment collectivement on réussit. Parce que tout seul, on n'est rien. Quelles sont les 7 qualités? Donc ça, c'est pour vous donner aujourd'hui, pour sortir du sujet, mais comprendre que et on ne traite pas ce sujet aujourd'hui, mais c'est comment je réussis un entretien et quelles sont les qualités qui vont être ceux des gens qui réussissent demain. Ils doivent avoir conscience de ces sujets qu'on n'apprend pas à l'école, qui sont la conscience et l'acceptation de soi, qui je suis, qui sont la flexibilité psychologique et cognitive, c'est-à-dire j'accepte que des gens fonctionnent différemment de moi. Et cognitive, c'est que j'accepte d'apprendre de champs de connaissances qui ne sont pas les miens, de développer un sens critique et le discernement. Xavier Niel, dans son école, il n'y a pas de prof. Enfin, très peu. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que si j'ai beaucoup de données, un sens critique et du discernement, je vais apprendre. C'est une nouvelle façon d'apprendre, qui est différente. Elle n'empêche pas les savoirs fondamentaux. Les gens qui rentrent chez Xavier Niel ont un savoir. Mais l'utilisation de ce qu'on a appris à l'école dans le monde professionnel, c'est moins de 10%. C'est-à-dire qu'en permanence, dans votre vie professionnelle, vous allez continuer d'apprendre sur vous, sur les autres, d'autres techniques. Et ChatGPT va vous apprendre à faire plus vite. Aujourd'hui, on peut apprendre avec des capsules, avec des vidéos. On pourrait parler de l'apprentissage. Et pour apprendre aujourd'hui, les gens qui apprennent bien en entreprise, ils font quoi? Ils font des cas concrets. Ils essayent. Ils font des TD. En entreprise, on fait des TD. Et on fait quoi derrière? On n'a pas une note, mais on fait un retour d'expérience. Tu n'as pas trouvé le bon résultat, quelqu'un l'a trouvé, expliquez comment. Et on apprend comme ça de manière itérative. Le meilleur apprentissage, c'est que quelqu'un vous fasse des feedbacks. L'attention et la sensibilité sociale. Donc aujourd'hui, on parle de diversité, d'inclusion. Voilà. L'attention, c'est en quoi les autres sont différents, mais en quoi ils m'enrichissent. La résonance émotionnelle avec autrui. C'est aujourd'hui, tous les sujets de communication sont des sujets émotionnels. Donc tu as fait une bêtise, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en colère. Le message ne va pas passer. Donc voilà, comment on traite la colère? Donc ça, c'est demain quelque chose qu'on va vous demander. Il n'a pas rendu le truc, je lui ai demandé, il devait le faire, il n'a pas fait en temps et en heure. J'ai juste envie de m'énerver. En fait, ça ne résout pas le problème. Donc c'est comment on comprend comment l'autre, il n'a pas pu le faire, on accepte ça. Ce qui ne vous empêche pas d'être authentique. Donc l'authenticité, c'est un vrai sujet. Et la solidarité de destin, la recherche d'impact individuel et collectif. Alors ça, c'est quoi? Est-ce que vous avez entendu parler des native impact? Des sociétés à impact? La chimie verte? Oui. Donc ça, c'est des entreprises qui ont écrit dans leur raison d'être que leur vision, c'est d'être solidaire du destin des humains de la planète et de nos enfants de demain. Ça, c'est une qualité qu'on demande aujourd'hui aux dirigeants d'avoir. Et certains ne l'ont pas, on le voit tous les jours. Je pense qu'Elon Musk, il en a une bien, mais pour Mars. Donc, et la recherche de l'impact individuel, c'est moi en tant qu'individu, dans mon travail, quel impact et quel rôle je veux jouer. Et collectivement, est-ce que cette entreprise a les mêmes valeurs que moi? Et aujourd'hui, il y en a qui ne veulent plus travailler dans certains secteurs d'activité pour ces raisons. Et donc, les dirigeants qui n'ont pas réfléchi à ça, demain, ne seront pas attractifs, ne trouveront pas les compétences nécessaires. Combien de temps il nous reste? 10 minutes, c'est ça? Et pourquoi l'IA pousse les leaders à développer leurs compétences émotionnelles? On l'a vu tout à l'heure. Et donc voilà, nous sommes entrés dans un monde de la connaissance où le capital humain est plus précieux que le capital matériel. Ça se voit pas tous les jours, puisque tout le monde achète son petit colis sur Amazon, donc ça c'est très matériel, mais il y a des gens qui travaillent quand même derrière. Et pourtant, c'est une mutation sociétale fondamentale et qui se traduit dans notre métier sur la notion de talent. Voilà. Quel est le talent de Kylian Mbappé? Est-ce que le talent créatif de quelqu'un qui chante, est-ce que c'est pas du talent? Vous voyez, la notion de talent, elle est partout. Donc, très difficile à définir, le talent. Le talent, c'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui fait que quand vous avez envie de faire quelque chose, vous rencontrez les gens qui ont la même envie, vous le réussissez. Et donc, c'est ça aujourd'hui. Plus il y a
d'intelligence artificielle, plus il y a de technologie, plus on a besoin d'humains. Et donc la révolution du numérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle automatise des tâches et qui va et qui converge vers une obsolescence des hard skills. C'est-à-dire que, comme dit Xavier Niel, et je vais exagérer, et je pense que je vais choquer monsieur qui est professeur, c'est que on apprend mieux avec l'IA qu'à l'école. Pourquoi? Parce que on n'apprend pas mieux dans le sens critique et le discernement. C'est-à-dire si demain, moi, j'avais un conseil modestement à donner à l'éducation nationale, c'est de développer le sens critique et le discernement. C'est de développer la philosophie, les sciences humaines. Moi, je viens de la biologie. Voilà. Et dans la biologie, c'est le monde de l'adaptation. Nos cellules sont incroyables. On fait à peu près 150 cancers par jour et on les résout. Notre biologie les résout et vous ne le savez pas. Ça, c'est l'intelligence silencieuse, voyez. Et pour ça, on est connecté à nos émotions, on ne le sait pas. Et pourtant, tout le temps, on est des êtres émotionnels. Et donc, l'obsolescence des hard skills, c'est vouloir maîtriser les choses. Alors, peut-être pour vous scientifiques, je peux vous donner une autre image. C'est l'arrivée de la physique quantique avec la thermodynamique. On est un monde de la thermodynamique qui est fini. Pourtant, on a besoin de thermodynamique. Je ne dis pas le contraire. Et vous avez appris ce que c'est. Mais aujourd'hui, on est allé au-delà. La physique quantique, elle dit quoi? Elle dit que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Très difficile, ça. J'ai mis des années à comprendre ça. Au début, je me dis, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ce que fait Schrödinger avec l'histoire du chat. Qui a entendu parler du chat de Schrödinger? Mais personne ne s'intéresse à la physique quantique. Vous? Ah, génial. Comment? L'équation de Schrödinger. Qu'est-ce qu'elle dit, l'équation de Schrödinger, en 2 mots? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle résout quoi? Elle complète l'équation. Le placement de l'électron à un moment T sur son orbital. Voilà. Il a dit qu'on résout des équations complexes sur le principe d'incertitude. On ne sait pas situer un électron là où il est. Eh bien, ok. Eh ben, Einstein a dit c'est génial. Une autre idée, je suis dans le train. Est-ce que je suis en mouvement quand je suis assis dans le train? Oui, non. Ça dépend de l'observateur. Pour la vache, vous êtes en mouvement. Pour la personne qui est assise à côté de vous, vous êtes assis. Donc vous êtes les deux. Schrödinger, il a fait ce moment incroyable où à Vienne, je ne sais plus en quelle année, il réunit 500 grands scientifiques et dit, dans cette boîte, il y a un chat, la boîte est fermée, il y a de l'eau et une pipette de cyanure. D'après vous, le chat est-il mort ou le chat est vivant? Vous connaissez les deux. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas. C'est ça le potentiel. Et donc l'obsolescence des hard skills, c'est ça. C'est que je vais continuer à apprendre. J'apprends plus. J'ai plus de données d'apprentissage aujourd'hui qu'hier. Dans toutes les sciences, on a plus de données qu'aujourd'hui. Et que finalement, on ne peut plus tout savoir. Est-ce que vous savez comment fonctionne un téléphone portable? Non. Il y a des composants actifs, passifs, de l'électronique, etc. Mais est-ce que vous voudriez vous passer du téléphone portable? Non, à part ceux qui disent « Ok, je veux une déconnexion totale », mais on ne peut pas du téléphone portable. Voilà. Donc, il faut accepter qu'on apprendra différemment, que ce qui fera votre différence, ce n'est pas les hard skills, c'est vos soft skills. Et alors Aristote l'a déjà dit, voilà, ça vous termine là-dessus.